On vous souhaite la bienvenue à ériclaton.com. Dans quelques instants, on vous fait découvrir un beau projet, une initiative du Comité de l'environnement de l'École secondaire Marcelin-Champagnat. On appelle ça les Jardins Marcelin. Mais d'abord, parlons des 40 ans d'un organisme qui existe dans la région qui vise à soutenir et à briser l'isolement en lien avec l'allaitement. Je parle des 40 ans de l'Actéa. On célèbre les 40 ans de l'organisme l'Actéa, un organisme qui est voué bien sûr à soutenir, à faire la promotion de l'allaitement et aussi forcément à briser l'isolement. 40 ans pour un organisme à but non lucratif, c'est quand même pas rien dans l'histoire du Québec et pourtant c'est le cas. On en discute avec Nathalie Letourneau. Bonjour et bienvenue. Merci, merci. Bon, je présume que vous n'étiez pas là au début? Pas tout à fait encore, non. Comment vous avez découvert l'Actéa? Oui, bien moi, en fait, je suis devenue bénévole, premièrement. J'avais déjà un enfant à cette époque-là. Mon dernier enfant avait 6 ans. Puis je me suis dit, ça serait le fun de faire du bénévolat. Puis l'allaitement, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais eu des difficultés, justement, au dernier enfant. Puis je me dis, je pense que je vais aller aider les nouveaux parents dans ce démarrage-là. Je suis devenue bénévole et assez impliquée dans la première année, membre du conseil d'administration. C'est au moment où on a commencé à avoir des subventions. Fait que ça a tombé pile dans un moment où on a ouvert un poste de direction sur lequel j'ai appliqué. Donc, je suis devenue la première directrice à temps plein de l'Actéa, donc des relevailles à l'époque. Ça date de combien de temps? Moi, ça va faire 14... Bien, ça a fait 14 ans que je suis directrice, mais 15 ans impliquée auprès de l'organisme. Ouais. Vous avez dit le mot « relevailles » parce que c'était le nom qu'on utilisait un peu à l'époque. Oui, l'ancien nom, c'était les relevailles Vallée des Forts. C'est ça. Puis même si on remonte au tout début, il y a 40 ans, c'était né d'un organisme qui s'appelait Bien-être au Richelieu. Et qui a duré environ 1 an, puis qui a vraiment comme fait un petit bébé là, qui s'appelait les relevailles à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on sait de la naissance de l'organisme avec des personnes qui étaient peut-être là à l'époque ou des archives qu'on a pu retrouver? Qu'est-ce qu'on sait de la naissance? C'est ça, j'ai retrouvé des chartes qui étaient intéressantes de lire. On ne sait pas beaucoup, mais j'ai retrouvé la fondatrice de Bien-être, ce qui est encore plus intriguant. Puis, je suis en contact avec elle. Je la connaissais depuis mon adolescence sans le savoir. Donc, c'est une connaissance que j'ai depuis longtemps. Et puis, je l'ai invitée au 40e. On s'est jasé. Elle m'a raconté l'historique. Elle maîtrise beaucoup mieux que moi l'historique, mais ça vient des conférences. C'était accoucher ou se faire accoucher. À l'époque, en 1980, dans le début des années 80, où... c'est ça, ce mouvement-là a démarré. Donc, Bien-être avait vu le jour justement pour accompagner les parents, surtout dans l'autonomisation de donner naissance. Au départ, ça partait de là. D'où, après ça, bien, le soutien. Hein? On n'autonomise pas des femmes ou des familles à mettre des enfants au monde sans accompagner. Donc, le soutien ensuite qui est venu au monde avec les relevailles, qui était beaucoup plus soutien familial au début, puis qui s'est tranquillement transformé vers du soutien plus précis aussi à l'allaitement. Comment s'appelle cette dame? C'est Luce de Bellefeuille. Oui, je connais bien. Que vous connaissez, qui est de Saint-Jean d'ailleurs, ou en tout cas d'ici. Et elle est invitée au 40e en espérant qu'elle puisse se joindre à nous. Mais il faut se remettre aussi dans le bain de l'époque. Moi, pour avoir parlé avec mes parents ou mes grands-parents, moi, je suis né en 71, donc j'ai 51 ans. Et ce qu'on entendait de nos parents ou de nos grands-parents, il y a eu des périodes où les femmes allaitaient beaucoup et il y a eu des périodes où, là, quand les femmes ont commencé à accoucher dans les hôpitaux, où l'allaitement, j'aime pas le mot, mais l'allaitement n'était plus vraiment à la mode. C'était comme plus ça. C'était ça à l'époque. C'était ça. Puis après ça, c'est revenu, mais c'était long avant que ça se réinstalle dans les mœurs. Oui. C'était long avant que ça revienne dans la culture. C'était long. Il y a toute une culture féministe aussi, probablement derrière ça, qui fait que la femme qui veut aller travailler sans congé de maternité, sans tout ça, au départ, c'est difficile d'allaiter ou de prendre parce que ça demande un peu plus de temps. Il n'y a pas de personne qui peut remplacer. Fait qu'il y a tout ça qui était un petit peu des entraves. Mais on est capable, avec le temps, avec les congés de maternité qui se sont installés, avec
les groupes de soutien qui ont pris un petit peu plus d'ampleur. Je dis un petit peu, là, parce qu'on s'entend que les groupes de soutien... C'est un ensemble de facteurs, parce que quand on présentait le lait maternisé là, dans les années 60-70, on présentait ça comme la 8e merveille du monde. On disait, hey, c'est incroyable, c'est une avancée technologique pour les femmes. Oui. Mais après coup, on s'est rendu compte que le côté humain de la chose se perdait aussi avec le temps. Bien, le côté humain, le côté le lait de aussi, maman pour le lait de bébé, le lait humain pour un bébé humain. Tu sais, ça, on entend, on est au niveau biologique, mais le contact humain aussi. Sans minimiser les gens qui ont donné des bouteilles, qui ont allaité au biberon, c'était ça. Ils ne sont pas des moins bons parents pour autant. C'était comme ça. Puis les gens qui allaitent ou qui choisissent de donner le biberon aujourd'hui ne sont pas plus ou moins meilleurs parents. Fait qu'il faut garder ça aussi. Ce qu'ils ont besoin aujourd'hui pour l'allaitement, c'est qu'on sait que ça demande parfois une adaptation un peu plus longue quand le bébé vient au monde, puis c'est un soutien, puis c'est ça que nous, on est là pour leur offrir. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à peu près le pourcentage des femmes qui allaitent? On parle d'initiation à l'allaitement à l'hôpital autour, et je ne veux pas me tromper parce que les statistiques datent. Il y a eu la COVID entre les deux aussi. Ouais. Bon, on ne peut pas tout le temps se fier. C'est un minimum de 80 qui initie l'allaitement. C'est sûr qu'après, c'est le soutien qu'ils ont besoin. Ils vont rencontrer des petites problématiques. Puis l'allaitement, des fois, ça va bien. C'est pas autant naturel qu'on le pense. Oui, c'est naturel, c'est du lait, c'est facile, c'est tout ça. Mais bon, il y a une dynamique, hein, c'est deux personnes, c'est un bébé et une maman. Puis quand ça ne fonctionne pas, soit par une problématique, je vais dire maternelle, peu importe, ça peut être une problématique médicale, ça peut être je vais dire quelque chose aussi bête que la forme d'un sein par rapport à la bouche d'un bébé, bien, il faut de l'aide, il faut de l'accompagnement là-dedans, un peu plus spécialisé. Ouais. Puis c'est ce qui est difficile à avoir au Québec en ce moment. Est-ce que je me trompe, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui se mettent de la pression. Oui. Pression ou de l'anxiété de performance, puis de dire, bien là, c'est épouvantable, j'arrive pas à allaiter mon propre enfant, c'est comme la fin du... Évidemment. Il y a beaucoup de culpabilité ou de confiance en soi là, qui... Oui, on aimerait ça dire que, écoute, la culpabilité, c'est personnel, mais on vit tellement dans une société qui nous met de la pression, puis on est conscient de ça. Puis même si on veut soutenir, des fois, on ne se rend pas toujours compte que peut-être que même nous-mêmes, on met de la pression parce qu'on n'est pas dans la tête de la personne qui est en avant de nous. On ne sait pas ce qu'elle a vécu, cette personne-là. Puis nous, on essaie de se placer du mieux qu'on peut de leur côté puis d'apporter les outils qu'elles ont besoin. Qu'est-ce qui fait que les relevailles sont devenus le Lactéa d'aujourd'hui? Si on parle juste du changement de nom, c'est que ça porte à la confusion. Tout simplement, les relevailles, c'est un service où il y avait des gens qui allaient à domicile pour aider justement à faire des relevailles, à aider aux mères, aux nouveaux ménagers, enfants, tout ça. On avait beaucoup de téléphones par rapport à ça. Fait que juste de changer le nom, de s'en aller plus... En fait, notre mission n'a pas changé. Hein. Des relevailles à la Vallée des Forts à Lactéa, aujourd'hui, la mission n'a pas changé. On a changé le nom pour mettre une emphase plus précise sur l'allaitement parce que c'est ce qu'on fait. Parce qu'on a développé beaucoup de compétences, nous, à Lactéa, des compétences techniques aussi pour aider les mères. Fait qu'on suit beaucoup de formations. Ça fait longtemps qu'on est là, fait qu'on est bien formés. On est chanceux à Saint-Jean, je vais dire, parce que les subventions ne sont pas équitables partout au Québec. Puis, dans la Montérégie, là, nous, on a au-dessus de 30 bénévoles. Même pré-COVID, c'était au-dessus de 40. Là, on est un peu dans un contexte de recrutement. Mais il y a des places où ils travaillent avec 6 000 de subventions puis que du bénévolat. On ne peut pas offrir les mêmes services. Oui, c'est ça. Là, dans notre cas ici, Lactéa, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous avez quoi, un minimum de subventions qui viennent probablement du ministère de la Santé? Oui, nous autres, on est subventionnés par le ministère de la Santé via un programme qui s'appelle le PSOC, le Programme de soutien aux organismes communautaires, fait que soutien à la mission. Puis le reste, il faut aller chercher, là, soit par exemple, des fois du soutien par des tables de concertation ou par des petits programmes gouvernementaux ici et là, mais beaucoup de façon autonome aussi. Si on dit une trentaine de bénévoles, mais il peut y avoir combien de femmes par année qui sont aidées ou supportées par Lactéa? Oui. Je sais que juste en jumelage téléphonique, on est autour de 200 personnes qui font des demandes. Mais on va au-delà de ça. Bon, côté statistique, parce qu'on donne des activités aussi. On ne fait pas que du soutien 1 à 1. On donne des activités, on a des cafés-causeries. Fait que le fait que les gens viennent,
bien, on peut rejoindre au-dessus de 300 personnes dans des activités aussi par année. Fait que dans les meilleures années, pour aller là, parce qu'on ne peut pas se fier sur les 2 dernières années, c'est un autre contexte, mais on peut aider au-dessus de 1000 femmes par année. C'est énorme. Oui. Et cette aide-là, elle se traduit comment? Si on avait à parler à des femmes qui ont reçu de l'aide de l'Actea il y a quelques années, ils nous diraient quoi? En quoi l'apport bénévole a fait la différence dans l'initiation ou la poursuite de l'allaitement? J'aurais aimé ça voir une maman qui a profité de ces services-là, mais ce qu'on entend souvent, c'est comme si tu n'avais pas été là, j'aurais lâché cette journée-là. Puis des fois, c'est juste un petit mot, là. Ouais. Oui, je le sais que c'est difficile, là, à soir, là, tu m'appelles, parce que c'est un service 24/7, tu m'appelles, il est 11h, il est 11h30, t'en peux plus, respire, prends un bain, va avec ton bébé, relax, on se reparle demain matin. Finalement, ils prennent un bain, se rendorment, le lendemain matin, hey, c'est revenu, ça va bien, il est calme. Parce que, oui, on intervient en allaitement, mais les bénévoles, c'est des bénévoles, ils ne sont pas formés au point d'être immensément connaissants au niveau technique. C'est pas ça l'objectif. Leur objectif, c'est de soutenir. Leur objectif, c'est d'être une écoute, l'écoute empathique, mais d'avoir vécu la même chose. Ils ont vécu exactement la même chose que la mère qu'elles ont au bout du fil. Et qu'elles savent que ça va passer. Mais quand on est là, hormonal, post-accouchement, le cerveau, il est parti prendre une marche. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on les ramène un peu vers la logique au lieu des émotions. Mercredi, le 8 juin, vous allez tenir un 5 à 7 au 640 de la rue Dorchester à Saint-Jean, donc en face de l'ancienne église Saint-Gérard-Magella. Donc, qu'est-ce qui va se passer durant cette soirée-là? Bien, on espère accueillir le plus d'anciennes marraines, des anciennes bénévoles qui sont venues soutenir. On a des invités d'honneur. Donc, comme je vous disais, Luce de Bellefeuille qui est invitée. On a notre première présidente officielle des Relevailles, qui est Sylvie Brodeur, qui est animée communautaire depuis longtemps. Donc, j'ai bien connu aussi pour avoir travaillé, donc qui va être là. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment souligner l'importance des bénévoles. On va entendre des anciennes bénévoles, mais on va aussi entendre des gens qui ont profité des services. C'est de présenter comment le soutien, parce que c'est ça, c'est le soutien qu'on veut favoriser. On veut que la société comprenne que l'allaitement, c'est pas l'affaire d'une famille, c'est l'affaire d'une société. Puis c'est pour ça que je vous ai amené des petits autocollants « Soutenons l'allaitement ». Ouais. Nous, c'est une initiative qu'on a depuis une dizaine d'années. Puis Soutenons l'allaitement, c'est quelque chose qui vient de la société, qui permet de dire, regardez là, même si je suis un grand-parent, même si je n'ai pas allaité, même si ça, tu as le droit d'allaiter, on est là pour te soutenir. 40 ans de service pour sa communauté, l'Actea, c'est quand même pas rien. Un organisme à but non lucratif qui franchit le cap du 40e anniversaire. C'est donc signe que l'organisme va bien, il est en santé. Vous avez atteint une certaine forme de pérennité. Et tant mieux, parce que l'allaitement, ça n'arrêtera pas demain matin, visiblement, puis les femmes auront encore besoin de vous. Et sachez qu'ici, même peut-être que vous entendez parler de ça pour la première fois, mais sachez qu'ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un organisme qui s'occupe de l'allaitement, qui, bien sûr, est là pour vous aider. Merci beaucoup. Plaisir. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Voilà un véritable beau projet, une belle initiative du comité de l'environnement à l'école secondaire Marcelin-Champagnat. Ça s'appelle les Jardins de Marcelin. Et quand j'ai vu les photos, j'ai dit c'est incroyable, il faut absolument parler de ça. Avec nous pour en parler, Mathieu Astigui, qui est enseignant en histoire-géographie première secondaire à l'école secondaire Marcelin-Champagnat et membre du comité de l'environnement. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Bien, m'accueillir aujourd'hui. Comment ça marche, ce projet-là? L'idée émane d'où? C'est parti de 4 personnes en même temps, sans s'en être parlé. Fait que les 4 personnes du comité, moi, Olivier Clermont, Valérie Lamarre et Corinne Salès, on était un petit peu intéressés par le sujet. Puis cet automne, on est dans le comité environnement avec d'autres enseignants, d'autres membres du personnel. Puis on s'est dit, ce serait intéressant de partir un jardin. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et donc, on s'est un peu jumelés, nous 4, nos forces, nos idées. Puis depuis cet automne, on travaille sur le projet, l'idée, puis lancer ça. Bon, à partir du moment, donc, que l'idée émerge, comment on l'opérationnalise? Comment on fait ça? Après ça, vous dites, OK, on a une belle idée, mais OK, mais on fait ça comment maintenant? Oui, parce que c'est pas comme un jardin à la maison, qu'on est là, on peut faire des erreurs, tout ça. Il y a quand même une pression qu'on se met, pas trop. On est quand même des éducateurs et non pas des maraîchers. Donc, il faut pas l'oublier. Mais l'idée est quand même de bien faire les choses, d'utiliser ça pour que ça soit aussi un tremplin pour en parler puis le faire connaître. Fait que où est-ce qu'on part? On part de nos bases, nos forces de chacun de nous. Cet hiver aussi, Corinne a pris un peu le lead sur tout ce qui est réflexion, de planification, tout ça. Elle a suivi une formation avec l'Académie potagère, pour la nommer, donc qui est en ligne, donc on peut s'inscrire et tout ça. Et elle a donc un peu planifié le calendrier. Comment est-ce qu'à partir de janvier, février, mois par mois, ce qu'on allait avoir à faire. Elle a préparé aussi des plans pour comment est-ce qu'on va l'implanter au jardin, à quoi ça va ressembler. Notre premier plan était à l'arrière de l'école. Finalement, ça ne marchait pas du tout quand on est allé creuser un peu. C'était pas un sol du tout réceptif pour ça. Ouais. On a changé à la dernière minute pour arriver à un plan en avant de l'école. Puis finalement, on est très heureux parce que ça va donner une vitrine pour l'école, pour le partir. Mais c'est ça qui est impressionnant parce que de par les photos, puis bon, évidemment, vous êtes dans la devanture près de l'escalier central de l'école Marcelin-Champagnat. La façade est à l'est. Ouais. Donc, vous avez quand même du soleil le matin, puis même limite un peu le midi aussi. Là. Exact. Le gros défi, autant à l'arrière qu'à l'avant, c'était de se dire quel est l'espace optimal pour avoir de l'eau ou encore un système de récupération d'eau. Ce sera une prochaine étape qu'on veut faire, à un bon ensoleillement, puis il n'y a pas rien de parfait. Dans le meilleur des mondes, c'est en plein milieu du terrain où est-ce que c'est ensoleillé toute la journée. Par contre, pour amener l'arrosage, pour gérer la machinerie, tout ça, ça devient complexe. Donc, c'est comme une première étape pour se dire, on essaye là. Puis on est parti du réflexe. Personne chez nous, on a un jardin parfait avec 14 heures d'ensoleillement. Puis on a des légumes. On va jouer le pari que ça va réussir pour nous aussi. Puis si ça fonctionne bien, moins, bien, on changera nos cultures. Puis il y a certaines qui réussissent à quand même bien pousser malgré d'autres conditions. Ça mesure combien? C'est 14 mètres de long sur 4 mètres de large. Donc, on a fait ce qu'on appelle des planches. C'est comment est-ce qu'on prépare notre terrain de travail, si on veut. Donc, on a 3 sections dans ce 14 mètres-là et 3 rangées pour nos planches. Puis entre elles, on voit, il y a du paillis. Donc, c'est une technique aussi qui a été pensée depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle le BRF, donc le bois raméal fragmenté, c'est-à-dire du bois qu'on va juste déchiqueter comme si on fait couper un arbre chez nous. Et on peut le réutiliser. Donc, plutôt que ça devienne un déchet qu'on doit aller jeter, qui va créer des gaz à effet de serre parce qu'il sera compacté, il va moins bien rentrer en compostage. Mais nous, on l'utilise pour garder l'humidité et en plus, des champignons qui se développent et qui viennent nourrir le sol. Donc, c'est plein de petites pratiques comme ça qu'on essaie d'appliquer, de mettre de l'avant, puis voir les résultats que ça va donner. Quand vous avez soumis cette idée-là à la direction de l'école, c'était quoi les premières questions ou appréhensions ou surprises? Je ne sais trop quand on dit, je sais pas, mon directeur, écoutez, si ça vous dérange pas, on va creuser en avant, on va se faire un petit jardin. C'était quoi la réaction? Est-ce que ça va être beau? Bien, là, c'est pas mal la première question qui est arrivée. Et puis, bien, c'est correct aussi, c'est normal. C'est comme tout changement majeur. On est là-dedans aussi avec le comité environnement qui touche d'autres dossiers également. Bien, c'est de repenser notre façon de faire au quotidien dans différentes approches. Donc, de dire qu'on va être à l'avant de l'école, faire un jardin, c'est un statement. On va vraiment là. Et c'est normal pour la direction de dire, OK, bien, où est-ce que ça va aller? Puis, et on a très bien compris, on travaille avec eux, puis c'est bien parti. Mais on est beaucoup dans des changements de paradigme. Tu sais, récemment, on parlait de la nouvelle à Saint-Jean sur la réglementation sur les pesticides. Puis si on dit au monde, bien, ça se peut qu'on va devoir tolérer d'avoir des pissenlits sur notre terrain, comme il y en a dans les parcs municipaux aujourd'hui. Même chose, si on décide de faire un jardin en devanture, bien,
c'est ça. C'est parce qu'on n'est pas habitué. Tout à fait. Exactement. Il faut changer cette lunette-là, puis surtout essayer de convaincre un à un. Moi, je suis beaucoup plus dans cette idée-là dans ma vie de tous les jours, comme enseignant. J'ai remarqué dans les dernières années avec l'environnement, les dossiers que j'ai étudiés, ceux qui sont dogmatiques, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça qu'on va régler le problème. Ça touche peu de personnes. Tandis que quand on y va morceau par morceau, là, on convainc une partie de la population, puis ça fait effet boule de neige. Un peu quand on dit « et pourquoi pas ». Exact. On va l'essayer, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Quelle est l'implication des élèves dans ce projet-là? Jusqu'à maintenant, c'est nous qui avons planifié juste de se trouver un petit peu le matériel, l'organisation, voir comment on allait fonctionner avec tout ça. Là, on a rencontré nos 10 élèves qui se sont portés disponibles. Puis en fin de compte, eux autres commencent la semaine prochaine avec nous. Donc, à toutes les semaines, au moins 2 midis par semaine, ils vont venir avec nous désherber, entretenir, voir comment ça évolue dans le jardin, qu'est-ce qui pousse bien, qu'est-ce qui pousse moins bien, pourquoi est-ce que c'est arrivé à ça, est-ce que c'est à cause des gels, on a eu beaucoup de gels dernièrement. Donc, c'est un peu dangereux pour nos plants. Donc, c'est d'étudier avec nous ces parties-là. Lors d'une prochaine pédagogique, on va les inviter à faire les premiers gros transplants. Donc, les plantes tropicales comme piment, tomates et tout ça. Là, ça va être là qu'on va être prêts. Ils viennent avec nous, ils vont se mettre les mains dans la terre. Puis sinon, ils viennent nous aider pour l'arrosage. Et peut-être cet été, on verra ceux et celles qui sont disponibles vont nous accompagner. On va faire des rondes comme ça. Puis à l'automne, on va fermer le jardin avec eux également. 14 mètres de long par 4 mètres de large. Ouais. Vous avez creusé combien de profond? Un peu moins qu'un pied. Mais quand la pelle est passée pour désherber, nous-mêmes, on a fait « Oh, c'est quand même profond, il va falloir remplir ça. » Ça a été un stress financier aussi, pouvoir le combler. C'est ça l'idée. C'est le plus gros montant qu'on a mis, c'est sur de la terre à jardin. Mais ça a été peut-être à 10 à 12 pouces environ, mais c'est pas nécessaire. C'est ça qu'on a remarqué par la suite. Si on avait préparé en avance, par exemple, à l'automne passé, pour bien cacher le gazon avec une toile opaque, on aurait pu implanter directement. On aurait sauvé du temps de travail et de l'argent, parce que finalement, on a un sol qui peut faire un bon travail comme ça. Mais avez-vous creusé ça à la main ou il y a eu un peu de machinerie? Machinerie. Carole, notre menuisier à l'école, nous a donné un bon coup de main, on était bien heureux. Mais après ça, on l'a fait tout à la main, à la brouette pour amener cette terre-là. Le compost aussi qu'on a à l'école, avec un autre projet avec le comité vert, etc. Donc, on essaie d'utiliser le plus possible nos ressources, puis sinon, on va à l'externe. Bon, qu'est-ce que vous avez planté au juste? Ça va être très diversifié. Là, pour l'instant, on a ce qui résiste bien au froid. Fait qu'on a du céleri, du fenouil, on a du pak choy, des salades. On a fait aussi des semis directs. Donc, des petits légumes comme radis, par exemple, sont partis, les épinards. Ça, c'est déjà là. Sinon, on a des lampes à l'intérieur où est-ce qu'on a fait partie de nos plants depuis le mois de février. Puis là, on a des plants de tomates, des plants de piment qui sont magnifiques. J'en ai jamais eu des aussi beaux chez nous. Je suis très jaloux. Et donc, ça va venir justement le 20 mai. Là, c'est notre prochaine date pour qu'est-ce qui... Et il tolère moins le froid. Ça va venir par la suite. Puis après ça, on continue tout l'été. Ça se peut qu'on refasse d'autres semis entre les récoltes, comme des carottes de conservation qu'on va faire plus tard cet été, etc. Donc, un peu de tout. Quand vous allez récolter les légumes en question, vous allez faire quoi avec? C'est pas encore fini, la réflexion là-dessus. L'objectif premier cette année, c'est de faire des tests. C'est de comprendre où est-ce qu'on peut aller, c'est quoi notre niveau de contrôle et de production. Il y a une partie que c'est nous qui allons les consommer, les élèves vont venir, mais quand ça va être l'abondance, on aimerait ça aller approcher des organismes et pouvoir leur offrir gratuitement pour qu'eux puissent en faire la transformation, faire de la nourriture, tout ça. On n'est pas encore rendu là, on n'a pas nos contacts, mais c'est un espoir sûrement qui viendrait. Puis il y a beaucoup d'élèves qui nous disent hey, est-ce que ça va être vendu à la cafétéria? Je pense que ça aussi, ça va être une avenue de dire bien là, vous avez le droit de prendre la soupe Marcelin là, qui vient directement d'ici. Ça aussi, c'est une façon de marquer l'imaginaire, de montrer qu'une petite différence peut apporter quelque chose. Bon, c'est un beau projet, mais évidemment, on doit continuer de l'entretenir durant l'été. Oui. Or, les élèves et les profs sont en vacances. Oui, tout à fait. Qui va s'en occuper? Ça va être des rondes qu'on va se faire. Donc, on est 4 de base. Les élèves, on leur a dit, c'est pas une obligation. Vous êtes des élèves, vous pouvez profiter de votre été. Mais déjà là aussi, il y a d'autres enseignants, d'autres membres du personnel qui nous ont approchés, qui ont dit hey, moi, je vais venir faire du kayak dans le coin. Je vais venir à Haut-Rosé une fois de temps en temps. Fait que, encore une fois, plus on en parle, plus les gens se sentent investis aussi du projet. C'est pas que notre projet. Donc, je pense qu'on va finir par se faire un horaire pas si mal pour y arriver. Bon. Et là, comment on va terminer tout ça cet automne? En prévision, je présume, de repartir ça le printemps suivant. Oui, exactement. Donc, on va finir nos récoltes. Il y a des récoltes qui se font même jusqu'au mois d'octobre, novembre. Légumes, racines, tout ça. Donc, ça, on va vraiment planifier nos récoltes. Puis, rendu ça, octobre, novembre, on veut fermer
intelligemment pour avoir le moins de mauvaises herbes et tout ça. Donc, ouvrir, s'assurer qu'au printemps prochain, ce soit plus simple. Voir aussi où est-ce qu'on est rendu, l'énergie qu'on a. Est-ce qu'on ouvre une nouvelle parcelle? Est-ce que ça sera toutes les réflexions qu'on aura à ce moment-ci pour poursuivre pour l'année suivante. Mais il y aura de bien fermer le jardin puis montrer un petit peu des techniques alternatives, justement, pour bien le faire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres partenaires qui vous ont aidé également dans ce projet-là? Bien, on est vraiment chanceux parce que déjà en partant, la direction nous appuie. Il y a le plan stratégique de l'école qui va dans ce sens-là. Il y a un comité environnement qui est un des éléments importants qui se retrouve là. Donc, c'est sûr qu'on a l'aide de la direction qui nous appuie, qui vont nous aider à aller chercher des partenaires, tout ça. Par nous-mêmes, on est allé chercher plusieurs subventions au financement. On a déjà la Tirelire, Lab Finance, qui est à même l'école, donc associé avec Desjardins qui nous ont donné un montant, le comité de parents qui ont participé, comité de parents ensuite qui ont dit hey, on peut aller vous chercher d'autres commandites possiblement. Là, on vient d'apprendre aujourd'hui qu'on a Rona Iberville qui vont nous fournir de l'équipement pour les jeunes. Donc, c'est ça l'optique vraiment, pour qu'ils puissent venir travailler avec nous. Et le dernier, c'est l'organisme Environnement Jeunesse, donc Enjeu, qui, eux autres, leur mandat, c'est de promouvoir justement différents dossiers en environnement. Puis on a été sélectionné à l'appel de bourse qu'on a demandé avec eux. Fait que là, on a comme un 2000 $ pour partir. Puis à chaque année, ça sera de voir où est-ce qu'on va chercher le financement. Mathieu Ostigui, merci beaucoup. Merci. Félicitations encore une fois et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et pour l'été, l'arrosage. Oui, oui. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Au cours des prochains jours, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu prend vos inscriptions parce qu'on aura des arbres à vendre à prix réduit. Il y a plusieurs essences d'arbres. La distribution va se faire plus tard à l'été ou même à l'automne, mais la période pour s'inscrire, elle est maintenant. Allez sur le site Internet de la Ville, sjsr.ca/arbre-réduit pour avoir toutes les informations requises. Et puis nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlato.com. Bye-bye.